Phase 4. Le coup fatal ou savoir conclure. Vous avez commencé par conquérir l'esprit de votre victime. C'est la séduction mentale. Puis vous l'avez troublé, égaré. C'est la séduction affective. Enfin sonne l'heure du combat au corps à corps. C'est la séduction physique. À ce stade, votre victime est affaiblie et tremblante de désir. En lui témoignant quelque froideur et peu d'intérêt, vous déclencherez la panique. Dans son impatience et son énergie érotique, c'est elle qui vous poursuivra de ses assiduités. 21. Devenir proie. Pour l'amener à ébullition, il faut désactiver son activité mentale et en même temps échauffer ses sens. Émettez certains signaux lourds de sens pour aiguillonner son désir, qui se répandra dans ses veines comme un poison. 22. Réveiller la bête. Le moment propice à l'estocade est celui où la victime n'en peut plus de désir, mais ne s'attend pas encore à atteindre l'extase. 23. Savoir porter le coup fatal. Une fois la séduction amenée à son terme, attention au désenchantement qui risque d'anéantir tous vos efforts. 24. Survivre au lendemain qui déchante. Si vous souhaitez une relation durable, il vous faudra renouveler constamment le processus de séduction par des alternances de tension et de soulagement. Si vous destinez votre victime au sacrifice, frappez vite et bien, physiquement et psychologiquement, afin de faire place nette pour la prochaine. Et le jeu peut recommencer. Chapitre 21. Devenir proie. Si vos cibles s'habituent à ne voir en vous qu'un agresseur, elles déploieront moins d'énergie, leur tension se relâchera. Pour les galvaniser, changez de rôle. Une fois que vous les sentez sous votre charme, retirez-vous et elles vous poursuivront. Feignez une soudaine indifférence teintée d'ennui, témoignez de l'intérêt à quelqu'un d'autre. Inutile d'être trop explicite. Leur imagination y pourvoira assez pour les faire douter d'elles-mêmes. Bientôt, elles voudront vous posséder physiquement, jetant toute retenue par-dessus les moulins. Votre but est de les faire tomber d'elles-mêmes dans vos bras. Donnez l'impression que le séducteur a envie de se laisser séduire. La force de la gravité. Au début des années 1840, la vedette des milieux artistiques français était une jeune femme du nom d'Apollonie Sabatier. Elle avait une beauté si naturelle que peintres et sculpteurs se la disputaient comme modèle. Elle était également charmante, avait le contact facile et attirait les hommes sans avoir à lever le petit doigt. Son appartement parisien devint le rendez-vous des écrivains et des artistes. Madame Sabatier, comme elle se faisait appeler bien que célibataire, accueillit bientôt un des plus importants salons littéraires de France. Les écrivains Gustave Flaubert, Alexandre Dumas père et Théophile Gautier comptaient parmi ses habitués. Vers la fin de 1852, elle était alors âgée de 30 ans, Madame Sabatier reçut une lettre anonyme. L'auteur confessait lui vouer un amour profond. Par crainte qu'elle ne le trouve ridicule, il s'abstenait de révéler son nom. Cependant, il tenait à lui faire savoir qu'il l'adorait. Madame Sabatier avait l'habitude de ce genre de déclaration. Quantité d'hommes étaient tombés amoureux d'elle. Mais le ton de cette lettre était nouveau. On eût dit qu'elle inspirait à cet homme une ferveur presque religieuse. La missive, d'une écriture contrefaite, contenait un poème qui lui était dédié, intitulé « À celle qui est trop gaie ». Celui-ci commençait par un éloge de sa beauté, et se terminait avec les vers suivants. Ainsi je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les splendeurs de ta personne, comme un lâche, ramper sans bruit. Et, vertigineuse douceur, à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon sang, ma sœur. Mêlé à l'adoration, il y avait à l'évidence une sorte de désir qui frisait la cruauté. Ce poème l'intriguait et la troublait. Qui en était l'auteur, elle n'en avait pas la moindre idée.
Une deuxième lettre arriva quelques semaines plus tard. Là aussi, son auteur enveloppait Madame Sabatier d'une vénération mêlant le physique et le spirituel. Et comme la précédente, la lettre contenait un poème, cette fois intitulé « Tout entière ». Puisqu'en elle tout est dictame, rien ne peut être préféré. Ô métamorphose mystique, de tous mes sens fondus en un. Son haleine fait la musique, comme sa voix fait le parfum. Il était de toute évidence hanté par sa présence et songeait sans cesse à elle. Et voilà qu'elle aussi devenait hantée par ce soupirant énigmatique, pensant à lui nuit et jour. Qui était-il? De lettre en lettre, elle était de plus en plus sous le charme. Il était flatteur de savoir qu'il n'était pas fasciné que par sa beauté, et également flatteur qu'il ne fût pas pour autant insensible à ses charmes physiques. Une idée lui vint un jour à l'esprit quant à l'auteur possible de ces missives, un jeune poète qui fréquentait son salon depuis plusieurs années, Charles Baudelaire. Il avait l'air timide, et d'ailleurs ne lui parlait qu'à peine, mais elle avait lu certains de ses poèmes, et même si cela était plus travaillé, le style en était analogue. Chez elle, Baudelaire s'asseyait toujours poliment dans un coin, mais, tout bien réfléchi, il lui souriait d'une façon étrange, nerveuse. Il avait le regard d'un jeune homme amoureux. À sa visite suivante, elle l'observa attentivement. Elle était de plus en plus certaine qu'il était bien son mystérieux messager. Mais elle ne chercha pas à confirmer son intuition, car elle ne voulait pas le démasquer. Tout timide qu'il fût, après tout, il était un homme, et c'était à lui de se déclarer. Elle était sûre qu'il le ferait. Puis brusquement les lettres cessèrent, inexplicablement, car la dernière avait été la plus passionnée. Plusieurs années passèrent. Elle songeait souvent aux lettres de cet admirateur anonyme, mais il n'y en eut jamais d'autres. En 1857, Baudelaire publia un recueil de poèmes, Les Fleurs du Mal, où Madame Sabatier reconnut plusieurs des vers écrits pour elle, à présent exposés au regard de tous. Un peu plus tard, le poète lui fit parvenir un exemplaire du livre spécialement relié et une lettre, signée cette fois. « Vraiment, madame, je vous demande mille pardons de cette imbécile rimaillerie anonyme qui sent horriblement l'enfantillage. Mais qu'y faire? Mais je vous jure que c'est bien la dernière fois que je m'expose. Et si mon ardente amitié pour vous dure aussi longtemps encore qu'elle a déjà duré, avant que je vous en dise un mot, nous serons vieux tous les deux. Quelque absurde que tout cela vous paraisse, figurez-vous qu'il y a un cœur dont vous ne pourriez vous moquer sans cruauté, et où votre image vit toujours. » Cette lettre bouleversa Madame Sabatier davantage encore que les autres. Peut-être à cause de sa sincérité enfantine et du fait qu'il lui ait enfin écrit directement, ou peut-être parce qu'il l'aimait sans rien exiger d'elle, à la différence des autres hommes qui finissaient tôt ou tard par avoir quelque chose à lui demander. Quoi qu'il en soit, elle avait le désir irrépressible de le voir. Le lendemain, elle l'invita chez elle, seule. Baudelaire se présenta à l'heure convenue. Il s'assit nerveusement, la dévisagea de ses grands yeux et ne dit pas grand-chose. Il se montra un peu guindé et fort poli, il semblait distant. Après son départ, Madame Sabatier fut prise d'une sorte de panique, et dès le lendemain, elle lui écrivit pour la première fois. Elle avait toujours été celle à qui l'on faisait la cour. Elle avait à présent perdu son aplomb habituel. Mais le pire l'attendait. Baudelaire ne répondit pas tout de suite. Quand elle le revit, il se montra plus froid que la fois précédente. Elle eut l'impression que cela était dû à une autre cause, que son ancienne maîtresse Jeanne Duval était soudain revenue dans sa vie et l'écartait d'elle. Un soir, elle perdit toute retenue, l'enlaça et tenta de l'embrasser, mais il ne réagit pas et trouva vite quelque excuse pour prendre congé. Pourquoi était-il soudain inaccessible? Elle se mit à le harceler de lettres, le suppliant de revenir à elle. Incapable de dormir, elle l'attendait toutes les nuits. Jamais elle n'avait vécu pareil désespoir.
Il fallait absolument qu'elle le séduise, qu'elle le possède, qu'elle l'ait tout à elle. Lettres, coquetteries, promesses de toutes sortes, rien n'y fit. Il lui écrivit enfin qu'il n'était plus amoureux d'elle. Et ce fut tout. Interprétation. Baudelaire était un séducteur intellectuel. Il voulait par la magie des mots dominer les pensées de Madame Sabatier et la rendre amoureuse de lui. Physiquement, il savait qu'il ne pouvait se mesurer aux nombreux autres admirateurs de la belle égérie. Il était timide, gauche, et pas particulièrement beau. Il eut donc recours à son plus grand talent, la poésie. La harcelée de lettres anonymes lui procurait un frisson pervers. Il savait sans doute qu'elle finirait un jour ou l'autre par le reconnaître, car son style était unique, mais il voulait la laisser deviner toute seule. Il interrompit sa correspondance parce qu'il s'intéressait désormais à une autre, toutefois il savait qu'elle pensait à lui, se posait des questions, et peut-être l'attendait. Lorsqu'il publia Les Fleurs du Mal, il décida de lui écrire à nouveau, cette fois à visage découvert, histoire de réactiver le venin qu'il lui avait injecté. Quand ils se revirent seul à seul, il vit bien qu'elle attendait de lui un geste, qu'il la prenne dans ses bras, mais cela n'était pas la façon de faire de Baudelaire. D'ailleurs, il avait plaisir à se retenir, à sentir le pouvoir qu'il avait sur cette femme que tant d'autres désiraient. Et quand ce fut elle qui le chercha, pour lui, ce fut la fin de l'aventure. Il l'avait rendue amoureuse, cela lui suffisait. L'effet dévastateur du double mouvement de Baudelaire vis-à-vis de Madame Sabatier nous apprend plusieurs éléments fondamentaux. D'abord, il vaut toujours mieux garder une certaine distance vis-à-vis de votre cible. Sans aller jusqu'à demeurer dans l'anonymat, ne vous montrez pas trop souvent, et surtout pas de façon envahissante. Si vous êtes omniprésent et que vous prenez toutes les initiatives, elle s'habituera à la passivité, et l'indispensable tension séductrice en pâtira. Écrivez-lui pour occuper ses pensées et nourrir son imagination. Cultivez le mystère. Empêchez-la de se faire de vous une idée cohérente. Les lettres de Baudelaire étaient délicieusement ambiguës, mêlant le physique et le spirituel, piquant la curiosité de leur destinataire par la multiplicité des interprétations possibles. Quand enfin votre cible n'y tient plus, quand elle attend de vous que vous franchissiez le pas décisif, telle Madame Sabatier recevant Baudelaire seul à seul, retirez-vous. Montrez-vous inexplicablement distant, amical sans plus, et tout sauf érotique. Laissez-la mijoter un jour ou deux. Votre retrait l'emplira d'angoisse, et la seule façon qu'elle aura de se soulager sera de vous traquer pour vous posséder enfin. Repliez-vous alors encore plus loin, et votre proie vous tombera dans les bras comme un fruit mûr, par le seul effet de la gravité qui la précipite vers vous. Plus elle y aura mis du sien, plus sa volonté sera engagée, plus puissant sera son désir. Vous l'avez mise au défi d'utiliser sur vous son pouvoir de séduction. Quand elle relèvera ce défi, les rôles s'inverseront, et elle vous pourchassera avec l'énergie du désespoir. C'est donc à présent que commence la première guerre avec Cordelia, guerre dans laquelle je prends la fuite et lui apprends ainsi à vaincre en me poursuivant. Je continuerai à reculer, et dans ce mouvement de repli, je lui apprends à reconnaître sur moi toutes les puissances de l'amour, ses pensées inquiètes, sa passion, et ce que sont le désir, l'espérance et l'attente impatiente. Søren Kierkegaard. Les clés de la séduction. Comme l'être humain est d'un naturel obstiné et volontaire, et se méfie aisément des motivations d'autrui, il n'est guère étonnant que votre cible vous résiste d'une façon ou d'une autre. La séduction est rarement facile et sans revers. Mais une fois que votre victime a surmonté ses hésitations et commence à se laisser charmer, elle va bientôt atteindre le stade de l'abandon. Elle est consciente que c'est vous qui la guidez, mais cela lui plaît. Comme personne n'aime se compliquer la vie, elle s'attend désormais à une conclusion rapide.
Or, c'est précisément là où vous devez vous entraîner à la retenue. Si vous accordez à votre proie l'extase qu'elle appelle de tout son désir, si vous succombez à la propension naturelle d'arriver rapidement à vos fins, vous aurez manqué l'opportunité de faire monter la tension d'un cran et de rendre votre aventure plus torride. Après tout, ce n'est pas d'un jouet passif que vous avez envie, mais d'un ou d'une partenaire qui engage toutes ses forces dans la relation et qui, en vous pourchassant, se ligote irrémédiablement dans le filet que vous lui tendez. La seule façon d'y parvenir est de vous replier et de susciter l'angoisse. Vous avez peut-être eu recours auparavant à une retraite stratégique, mais celle-ci est différente. À présent que votre cible est amoureuse de vous, votre recul va la conduire à la panique. Il ou elle se désintéresse de moi, se dira-t-elle. C'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que d'imputer votre retrait à des causes qui vous soient propres, elle préférera échafauder une autre interprétation. C'est son attitude qui vous a déplu. Autrement dit, elle a une chance de vous reconquérir en changeant de comportement, tandis que s'il s'agissait d'un rejet spontané de votre part, elle n'y pourrait rien. On a toujours besoin de garder espoir. Votre victime cherchera alors le contact, prendra des initiatives, vous provoquera pour parvenir à ses fins. Cela fera monter sa température érotique. N'oubliez pas, la volonté d'une personne est directement fonction de sa libido, de son désir physique. Tant que votre victime vous attend tranquillement, son niveau d'érotisme est faible. Mais quand elle se lance à votre poursuite, frémissante de désir et d'angoisse, quand elle devient partie prenante dans le processus, sa fièvre monte. Faites-la monter autant que vous pourrez. Lorsque vous prendrez vos distances, faites-le subtilement. Créez un malaise. Votre cible devra peu à peu s'apercevoir de votre froideur lorsqu'elle est seule, sous la forme d'un doute qui lui empoisonnera l'esprit. Bientôt, elle alimentera elle-même sa paranoïa. Votre subtil repli décuplera son désir de vous posséder et elle se jettera dans vos bras sans nul besoin qu'on l'y pousse. Cette stratégie est différente de celle du chapitre 20, dans laquelle vous infligez de profondes blessures par l'alternance de la douleur et du plaisir. L'objectif dans ce cas est d'affaiblir votre victime, de la rendre dépendante de vous. Ici, il s'agit au contraire de la rendre plus active, plus agressive. À vous de choisir la stratégie que vous préférez des deux, elles ne sont pas compatibles, selon vos intentions et les inclinations de votre victime. Dans Le journal du séducteur de Søren Kierkegaard, Johannes vise à séduire la jeune et belle Cordelia. Il l'entreprend à un niveau plutôt intellectuel et éveille progressivement sa curiosité. Puis il lui adresse des lettres romantiques. Enfin, l'intérêt de la demoiselle s'épanouit en amour. Bien qu'il garde ses distances, elle perçoit en lui une grande profondeur et elle est sûre qu'il l'aime. Mais un jour, en bavardant, Cordelia ressent un étrange malaise. Quelque chose a changé chez Johannes. Il semble se passionner davantage pour les idées que pour elle. Pendant quelques jours, ses doutes s'accentuent. Les lettres qu'il lui envoie sont un peu moins romantiques. Il y manque quelque chose. Alarmée, elle prend alors les choses en main et, de gibier, se fait chasseur. La séduction prend dès lors un tour plus passionnant, pour Johannes du moins. Le repli du jeune intellectuel a été plein de finesse. Il a simplement donné à Cordelia l'impression qu'il était un peu moins romantique que la veille. Il est revenu à son attitude d'intellectuel. Cela lui a fait craindre que sa beauté et ses charmes naturels ne soient devenus sans effet sur lui. Elle s'est alors sentie obligée d'être plus explicite, de le provoquer physiquement, de se prouver qu'elle a de l'empire sur lui. Elle vibre désormais d'un désir contrarié, et c'est le subtil retrait d'affection de Johannes qui en est la cause. Chacun des deux sexes possède ses propres stratégies séductrices spontanées. Lorsque vous manifestez votre intérêt à une personne du sexe opposé, sans réagir au plan sexuel, cela la perturbe et lui lance un défi. Elle va immédiatement chercher à vous séduire. Pour susciter cette réponse de votre cible, il vous faut donc d'abord exprimer un intérêt pour elle,
par des lettres, des insinuations subtiles, puis en sa présence, vous en tenir à une sorte de neutralité asexuée, un comportement aimable, voire amical, mais sans plus. Vous la pousserez ainsi à déployer toutes les capacités de séduction propres à son sexe. Exactement votre but. Dans les dernières étapes de la séduction, donnez à votre cible l'impression que vous vous intéressez de plus en plus à quelqu'un d'autre. C'est une autre forme de repli. Quand Napoléon Bonaparte rencontra pour la première fois la jeune veuve Joséphine de Beauharnais en 1795, sa beauté exotique et les regards qu'elle lui adressait lui firent perdre la tête. Il devint un habitué de ses soirées hebdomadaires. Elle négligeait les autres hommes pour rester avec lui et l'écouter attentivement, ce qui le ravissait. Il tomba amoureux de Joséphine, avec toutes les raisons de penser que c'était réciproque. Puis, lors d'une soirée, elle se montra amicale et attentive comme à l'accoutumée avec Bonaparte, mais aussi avec un autre, un ancien aristocrate comme elle, le genre d'homme avec lequel Napoléon ne pourrait jamais se mesurer sur le plan de l'esprit et de l'éducation. Il fut rongé de jalousie et de doute. En soldat, il savait que la meilleure défense est l'attaque. Et après quelques semaines d'une vigoureuse campagne, il l'avait enfin pour lui tout seul, jusqu'à obtenir sa main. Évidemment, Joséphine n'était pas une ingénue. Tout cela était une comédie. Elle n'avait jamais dit qu'elle s'intéressait à un autre, cependant la présence de ce rival auprès d'elle, quelques regards échangés, des gestes discrets, en avait donné l'apparence. Rien n'est plus efficace pour laisser entendre à l'autre que votre désir s'émousse. N'en faites pas trop toutefois, cela risque de se retourner contre vous. Vous ne cherchez pas à blesser, simplement à déstabiliser votre cible. Il suffit que votre éventuel intérêt pour une autre personne soit tout juste perceptible. Dès lors que l'autre est amoureux, votre proximité physique le trouble. Or ici, vous jouez l'absence, littéralement. Lou Andreas Salomé avait une présence d'une intensité qui envoûtait les hommes. Le feu de son regard les traversait jusqu'à l'os, ses manières coquettes les ensorcelaient. Et puis, abruptement, voilà qu'elle devait momentanément quitter la ville, ou que ses activités l'absorbaient trop pour les voir. C'était pendant cet éloignement forcé que ses soupirants devenaient complètement fous d'elle. À ce stade de la séduction, veillez à donner à vos absences un minimum de vraisemblance. Votre intention n'est pas de signifier un rejet brutal, mais seulement de susciter un doute. Que l'autre se demande si vous n'auriez pas pu trouver quelque raison de rester, si votre intérêt n'est pas en train de tiédir ou de changer d'objet. En votre absence, on se languira de vous, oubliant vos erreurs, pardonnant vos fautes. Vous ne serez pas sitôt revenu qu'on vous harcèlera à loisir, comme si vous étiez ressuscité d'entre les morts. Selon le psychologue Theodor Reich, c'est le rejet qui nous apprend à aimer. Dans la petite enfance, l'amour de la mère est une évidence et notre unique univers. Puis, en grandissant, nous comprenons peu à peu que son amour n'est pas inconditionnel. Si nous ne sommes pas sages, si nous ne lui faisons pas plaisir, elle peut nous le retirer. Cette perspective suscite en nous l'angoisse, mais d'abord la colère. Ça ne va pas se passer comme ça. On va faire un caprice. Mais cela ne marche jamais. Nous nous apercevons alors que la seule manière d'éviter un nouveau rejet est d'imiter la mère, de manifester autant d'affection qu'elle. C'est cela qui nous assurera le plus sûrement son amour. Ce modèle restera imprimé en nous toute notre vie. Chaque rejet, chaque manifestation de froideur nous fera automatiquement courtiser, poursuivre, aimer l'autre. Réactivez ce mécanisme dans votre manœuvre séductrice. D'abord, comblez d'attention votre victime. Elle se demandera ce qui lui vaut votre affection, mais c'est si agréable qu'elle ne voudra pas la perdre. Elle la perdra pourtant, au moment de votre repli stratégique, et cela provoquera d'abord colère et angoisse, éventuellement un gros caprice, puis la même réaction infantile. La seule façon de s'assurer votre affection est de se montrer elle-même tendre et attentionnée. C'est la terreur du rejet qui opère cette transformation.
Ce mécanisme va souvent se réitérer spontanément dans une relation amoureuse ou une aventure sentimentale. L'un des deux se refroidit, l'autre s'accroche, puis joue à son tour le dédain, obligeant l'autre à mendier son pardon, et ainsi de suite. En tant que séducteur, ne laissez pas ce processus au hasard. Déclenchez-le délibérément. Apprenez à l'autre à devenir le séducteur, comme la mère apprend à l'enfant par le rejet à lui rendre son amour. Apprenez à goûter ce renversement des rôles. Faites-vous désirer, non pas seulement par jeu, mais par plaisir, avec jubilation. Le plaisir de se faire séduire par sa victime dépasse parfois l'excitation de la chasse. Symbole, la grenade. La grenade pend à sa branche, presque mûre. Ne l'accueillez pas prématurément, elle serait dure et amère. Attendez que le fruit s'alourdisse, gorgé de jus, et laissez faire la nature. Il tombera de lui-même. Juste à point, il sera exquis. A contrario. Attention, il est des moments où la distance et l'absence pourraient se retourner contre vous. À un stade critique de la séduction, votre cible risque de se désintéresser de vous, voire de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Cléopâtre n'avait eu aucun mal à séduire Marc-Antoine. Seulement, après leur première rencontre, il repartit pour Rome. Même sûr de ses charmes, Cléopâtre préféra ne pas le laisser seul trop longtemps. Loin des yeux, loin du cœur. Elle fit donc litière de sa coquetterie habituelle et alla le retrouver sur les lieux d'une campagne militaire qu'il commandait. Elle savait qu'il lui suffirait de la voir pour retomber en son pouvoir et lui faire à nouveau la cour. Ne vous éloignez qu'une fois certain de l'attachement de votre victime. Cette tactique est surtout efficace à un stade avancé de la séduction. Et ne prolongez pas trop votre absence. N'espacez pas trop vos lettres. N'exagérez pas votre froideur. Ne manifestez pas un intérêt trop marqué à quelqu'un d'autre. Ce serait là appliquer la stratégie de l'alternance plaisir-douleur décrite au chapitre 20, qui soit crée une dépendance absolue chez la victime, soit la dissuade complètement de poursuivre. Car certaines personnes sont naturellement apathiques. Ils attendent que l'autre vienne les chercher, faute de quoi, ils l'accusent de manquer de courage. Ce genre de victime ne procure qu'un plaisir modéré. Si c'est votre lot, faites ce qu'il faut pour parvenir à vos fins, puis mettez un point final à cette aventure et passez à la suivante.